Bienvenue sur France 24 et RFI pour Ici l'Europe en compagnie de notre grand invité. Et cette semaine, c'est l'un des ténors du Parlement européen puisqu'il s'agit de Guy Verhofstadt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, libéral, fédéraliste. Vous venez d'être nommé d'ailleurs Monsieur Brexit dans cette enceinte du Parlement européen pour les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les Britanniques vous connaissent bien, ils vous redoutent même. En 2004, ils ont bloqué votre nomination à la tête de la Commission européenne. Vous étiez alors Premier ministre des Belges, poste pendant lequel vous êtes resté 9 ans. C'est un record pour votre pays. Et puis, à partir de 2009, vous entamez une nouvelle carrière, toujours politique. Vous êtes élu au Parlement et vous devenez le patron des libéraux, le groupe de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Vous êtes aussi un homme qui réfléchit, un homme de proposition, et vous avez publié récemment un nouvel ouvrage, Le mal européen, où vous dénoncez les failles de l'Europe. Alors Theresa May, elle a annoncé évidemment qu'elle allait enclencher cette fameuse clause de divorce, l'article 50, avant mars prochain. Vous faites partie de l'équipe des négociateurs, il y en a un pour chaque institution. En quoi consiste très exactement votre mission? À la fin de tout ce processus, le Parlement doit approuver, donner son feu vert à l'accord qui va intervenir, normalement après 2 ans de négociation, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc il est évident que si le Parlement doit approuver cet accord, le Parlement doit être impliqué dès le premier jour dans cette négociation, justement pour défendre quoi? Pour défendre les intérêts des citoyens européens qui ne peuvent pas être la victime de cet accord entre le Royaume-Uni et l'Union. Alors pour l'instant, ces négociations elles sont très floues. Il y a une seule certitude, Theresa May insiste sur le contrôle de l'immigration en provenance d'Europe. Exactement. Oui. Angela Merkel, François Hollande préviennent, ça aura un prix, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Non, pour le Parlement européen, et je suis convaincu personnellement de ça, c'est impossible de dissocier les différentes libertés en Europe. Parce que ce que les Britanniques demandent, c'est de dire « Ah oui, on veut participer au marché intérieur, on veut pouvoir exporter nos biens, nos services, des capitaux, mais on est contre la liberté de travail, la mobilité en Europe. » Ça, c'est pas possible. Ces 4 libertés font partie, sont indissociables. Donc, liberté de mouvement des biens, des services, des capitaux et des personnes. Parce que c'est quand même le grand acquis de cette Union européenne, c'est la possibilité des gens d'aller travailler dans un autre pays, de voyager dans un autre pays et de ne pas être freinés là-dedans par des procédures d'immigration. Précisément, la sortie de ce fameux marché unique et de l'union douanière, elle aura un coût pour les Britanniques, mais peut-être aussi pour les Européens. Il y a les 3 600 000 résidents européens au Royaume-Uni. On a l'impression qu'ils sont peut-être un petit peu pris en otage. Ils semblent subir des menaces sur leur permis de séjour. Non, il y a eu, ça c'est vrai, déjà des attaques racistes, il faut le dire comme ça, envers des Polonais surtout qui travaillent là-bas. Et ça c'est naturellement non seulement incompréhensible, mais inacceptable. Inacceptable que des gens qui sont en train de travailler, ils sont polonais, ils sont bulgares, ils sont roumains, sont menacés. Ça, c'est naturellement la conséquence de cette consultation populaire. On n'a jamais vu ça en Angleterre. C'est pour la première fois que ça émerge, justement par Et tout le monde pourra continuer à résider et à travailler sur le sol britannique. Ça vous paraît logique et ça ne doit pas faire l'objet d'une pré-négociation? En tout cas, pour moi, c'est évident, mais ça fera partie d'une négociation, c'est clair, parce que la Grande-Bretagne va demander un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Et nous allons dire, oui, c'est possible que vous avez un accord de libre-échange, mais à ce moment-là, il faut avoir la possibilité pour les Européens aussi de travailler librement dans votre pays. Ça fera certainement, ce sera un des grands sujets de la négociation. Ceci dit, il y a d'autres sujets dans cette négociation. On va aussi parler, par exemple, de la coopération entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur le plan de la défense, sur le plan de la politique étrangère, parce que
ce qui pour moi est la chose la plus négative de tout ce processus, de toute cette décision britannique, c'est quand même la faiblesse géopolitique. C'est une perte de positionnement de l'Union européenne au niveau mondial par ce Brexit. Alors, un tout autre sujet maintenant, mais tout en restant dans la continuité britannique, c'est celui de l'immigration. Les Britanniques veulent la contrôler, mais l'immigration, il y a de plus en plus de gouvernants européens qui voudraient aussi la limiter. Même François Hollande pense qu'il y a trop d'arrivées d'immigration qui ne devraient pas être là. C'est une confidence qu'il a fait à des journalistes. Donc le problème, là, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas la même question que la question britannique. C'est qu'on a connu maintenant cette crise migratoire, crise aussi des réfugiés, à cause de quoi? Essentiellement à cause de la crise en Syrie. Et cette crise en Syrie est naturellement la conséquence de la faiblesse européenne pour résoudre cette crise en Syrie. On a toujours pensé pendant des années contre des avis qui allaient dans un autre sens. Oh bon, la Syrie, le conflit en Syrie, on n'a rien à foutre avec ce conflit. Eh bien, c'est pas vrai. La réalité est tout à fait différente. C'est nous qui avons les conséquences négatives de cette crise en Syrie. Et c'est pour cette raison que moi je plaide pour une défense européenne, pour prendre nos responsabilités dans notre voisinage. Soyons sérieux, ce ne sont pas les Américains qui vont résoudre ça dans l'avenir. Ils n'ont plus envie de le faire. C'est Obama qui l'a dit à Hanovre il y a quelques mois. C'est les Européens qui doivent prendre leurs responsabilités. Alors justement, vous venez de mentionner la Syrie. Précisément, les tensions liées à cette guerre en Syrie ont culminé mardi avec l'annulation par Vladimir Poutine de sa visite à Paris, une visite prévue de longue date, mais qu'il ne souhaite plus honorer en raison des conditions posées par la France. Récit tout de suite de Marc Pope. C'est un imbroglio diplomatique qui témoigne du refroidissement des relations franco-russes. La visite à Paris de Vladimir Poutine pour inaugurer une église orthodoxe et une exposition était prévue de longue date. Mais l'Élysée a de son côté fait part de sa volonté de n'aborder que la question syrienne avec le président russe. Un changement de dernière minute qui n'a pas plu aux locataires du Kremlin. Vladimir Poutine a ainsi préféré reporter sa venue pour le jour où François Hollande se sentira, je cite, plus à l'aise. Devant le Conseil de l'Europe, le président français a laissé sa porte ouverte à un dialogue ferme et franc. Je suis donc prêt à tout moment à rencontrer le président Poutine. Mais si nous avons la possibilité de faire avancer la cause de la paix, de faire cesser les bombardements et de proclamer la trêve. Des tensions qui interviennent après le veto opposé par Moscou à une résolution française et espagnole à l'ONU pour mettre fin au bombardement sur Alep. Ce n'est pas la première fois que les relations se durcissent entre la France et la Russie. Les combats entre les troupes gouvernementales et les séparatistes russes en Ukraine en 2014 avaient poussé la France et l'Union européenne à adopter des sanctions contre Moscou. Paris avait ainsi dû annuler la livraison de 2 navires Mistral et rembourser à la Russie près de 950 millions d'euros. Guy Verhofstadt, le président français, qui est beaucoup critiqué d'ailleurs par l'opposition sur ce geste, est-ce qu'il a eu raison de fermer la porte à Vladimir Poutine, qui est un petit peu persona non grata à Paris? Je dirais que c'est un peu le contraire qui est vrai. C'est Vladimir Poutine et le comportement russe qui a comme conséquence que les portes se ferment. Parce que l'attitude des Russes en Syrie est un scandale. C'est une tragédie qui est en train de se passer à Aleppo et c'est dû aux Russes, au régime d'Assad qui continue à bombarder des civils, des enfants, des femmes, des ménages qui sont complètement coincés à Aleppo. C'est naturellement dû aux erreurs de l'Occident, aux erreurs américaines, aux erreurs européennes dans le conflit syrien. Parce que pourquoi on n'est pas intervenu au moment qu'Assad a utilisé ses armes chimiques? C'est à ce moment qu'il fallait... Ce que proposait le président François Hollande, est-ce qu'il a refusé Exactement. Barack Donc Obama. c'est Hollande qui a proposé de faire ça. Obama l'a refusé et ça a été une erreur capitale parce que ce n'est qu'après que les Russes sont intervenus en Syrie. Guy Verhofstadt, oui, si vous voulez bien, on va revenir sur ce dossier de l'immigration, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, l'Europe est confrontée à une crise migratoire. Et on a vu cette semaine Angela Merkel faire une tournée en Afrique pour parler justement de lutte contre l'immigration illégale. Et on a l'impression que maintenant, le nouveau tempo en Europe, c'est aide au développement, d'accord, mais en échange,
vous reprenez ces accords, comme on a fait un accord avec la Turquie, par exemple. Exactement. Mais ça ne va pas résoudre le problème. Ça correspond aux valeurs européennes. Moi, en plus, on peut se poser des questions pareilles, mais ce qui est le plus important, c'est de mettre sur pied un système européen. C'est parce qu'il n'y a pas de système européen que ça ne fonctionne pas. Les pays le mais justement, il faut leur forcer de le faire. Par exemple, les gardes-frontières européens. Maintenant, on a commencé, depuis le 6 octobre, cette agence européenne de garde-frontières a débuté. Mais naturellement, il faut encore quelques mois avant qu'elle soit opérationnelle. Mais ça, c'est capital. Si on a naturellement une liberté de circulation à l'intérieur de l'Union européenne, il faut sauvegarder, contrôler, gérer ces frontières de l'extérieur. Et les frontières de l'extérieur, c'est aussi les frontières grecques, bulgares, tchèques, etc. Donc, première chose. Deuxième chose, il faut une autre politique d'asile et d'immigration. Et il faut reconnaître la nécessité aussi d'une migration économique. Certainement, dans des pays comme par exemple l'Allemagne, ils ont besoin de ça. C'est devenu un gros mot, on a l'impression quand même. Mais il faut le faire d'une manière légale et pas illégale comme c'est le cas maintenant. Comme on n'a pas de politique de migration légale, automatiquement, c'est du trafic d'êtres humains qui est en train de se réaliser. Et c'est ça qu'il faut contrer. Comment le contrer? Par une politique migratoire au niveau européen et avoir les mêmes règles dans les 27, 28 États membres de l'Union européenne. Parlons d'un autre gros dossier qui intéresse et inquiète beaucoup les Européens, les fameuses négociations pour un traité transatlantique, donc avec les États-Unis de libre-échange, sont gelées. En revanche, l'Europe... Avec le Canada, vous voulez dire? Ils avancent. Alors, l'Europe veut absolument ratifier le CETA avec le Canada. Parce qu'il est tout à fait différent. À moins que la Wallonie, comme vous le savez, en Belgique, n'y mette son veto. Oui, pourquoi est-ce qu'elle s'y oppose? Non, la Wallonie, l'Autriche et l'Allemagne demandent des engagements supplémentaires. Ils sont sur quel point? Sur le point de la survie, je dirais, des services publics avec cet accord. Et là, il y a un texte qui est prêt. Ce texte va être certainement promulgué et ça, je pense que ça va résoudre le problème et que tous les États membres peuvent accepter cet accord avec le Canada. Parce que l'accord avec le Canada est tout à fait différent que l'accord avec les États-Unis. Toutes les demandes, toutes les exigences, aussi des syndicats et d'autres groupes de pression ont été repris dans cet accord. Ce n'est pas un arbitrage privé, par exemple, qui va gérer cet accord. C'est un tribunal, comme tous les tribunaux officiels, qui va le faire. Il va y avoir une protection de certains services, de certains biens, de certains produits d'origine dans cet accord. Donc ça répond, je dirais, à 120, pas à 100%, mais à 200% aux exigences des Européens. Et donc j'espère que ce problème, qui est un problème que je peux comprendre, avec la Wallonie, avec l'Autriche, avec l'Allemagne, peuvent être résolus et que Justin Trudeau, dans quelques semaines, peut signer cet accord en Europe, parce qu'il vient en Europe dans quelques semaines. Alors, l'Europe pensait en avoir fini avec la crise des banques, la crise financière, et puis hop, la Deutsche Bank, la plus grande banque allemande, ça vous surprend. Est en difficulté. Ça vous surprend. Ça surprend. Ça ne me surprend pas du tout, parce que ça n'a jamais été résolu, le problème bancaire en Europe. Dès le début de la crise financière, moi j'ai dit, mais il y a beaucoup d'autres qui ont dit qu'il fallait recapitaliser les banques et nettoyer les banques. On ne l'a pas fait. Les Américains, 9 mois après la crise financière, ont tout de suite nettoyé, avec 400 milliards de dollars, leurs banques. Ils ont même nationalisé, donc les Américains, les capitalistes qui ont nationalisé des banques en difficulté. Et en 2014, tout dollar investi dans ce nettoyage des banques a été repayé par les banques et par les assureurs. Leur problème est résolu. Chez nous, on a parlé de l'union bancaire pendant des années d'abord. Allemagne, maillon faible de la zone euro quand même. Oui. C'est-à-dire, on a eu des difficultés avec des banques belges, hollandaises, irlandaises, espagnoles, portugaises, italiennes, grecques, maintenant allemandes, ce qui quand même prouve qu'il y a un problème systémique, je dirais, au niveau européen. Et ce problème systémique est très bien connu. C'est la sous-capitalisation des banques européennes et le fait qu'ils n'ont pas été nettoyés
comme on a nettoyé les banques aux États-Unis. Et donc, oui, ça a des conséquences parce que le manque de nettoyage des banques européennes a comme conséquence que les investissements restent à un niveau trop bas pour vraiment parler d'une reprise économique. Donc, c'est la chose à faire. Et c'est un peu, oui, je dirais, cynique que c'est maintenant une banque allemande qui est en difficulté parce qu'au début, en 2008, c'était l'Allemagne qui refusait de faire l'union bancaire. Justement en disant, ouais, nous, on va s'occuper de nos propres banques, il n'y a pas de problème avec les banques. Ben, à ce moment-là, certainement, chaque pays ne voulait pas de cette union bancaire parce qu'ils disaient on va nettoyer nos banques nous-mêmes. Et bien, on voit qu'il faut. C'est un bon exemple qui démontre qu'il faut s'attaquer aux problèmes, à ces problèmes-là au niveau européen, qu'il n'y a plus de solution au niveau national. Guy Verhofstadt, dans ce Parlement, il y a 73 députés britanniques et à la Commission vient d'être nommé un nouveau commissaire, Sir Julian King, en charge de la sécurité, un poste important. Donc est-ce que c'est normal que tous ces Britanniques participent au vote, aux décisions concernant l'avenir d'une union qu'ils s'apprêtent à quitter? Mais naturellement, jusqu'au moment où ils font partie encore de l'Union européenne. C'est très bien de poser cette question, mais les règles sont très claires. Jusqu'au moment qu'ils sont encore membres de l'Union européenne, donc ça veut dire encore 2 ans, ils ont tous les droits d'un membre de l'Union européenne. Ceci dit, moi je crois qu'il faut être très pragmatique là-dedans. Il est évident, par exemple, que le négociateur du Parlement pour le Brexit, ça ne peut pas être britannique. Merci d'avoir été notre invité, Guy Verhofstadt. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur France 24 ou bien sur RFI. À très bientôt à tous.